On vous propose ce soir deux entrevues sur les conséquences économiques du conflit. D'abord avec nous, Guillaume Lavallée, qui est journaliste, qui est auteur de ce livre « Gaza, avant le 7, carnet d'un siège » qui est publié aux éditions Boréal. Monsieur Lavallée, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous aviez commencé d'ailleurs la rédaction de ce livre-là avant les événements du 7 octobre 2023. Et c'est un livre qui a pris donc une tournure différente au fil de sa rédaction, bien sûr. C'est un livre de mémoire, finalement, sur ce que vous avez vu et constaté. Et l'histoire que vous racontez, vous la racontez aussi à votre mère, dont la mémoire s'effrite également. Et donc, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous avez vécu parce que vous avez vécu à Gaza. Oui, parce que j'étais en poste à Jérusalem, mais j'allais à chaque mois, à peu près, pendant 3-4 ans, dans la bande de Gaza, soit en reportage, soit pour rencontrer des collègues dans la bande de Gaza. Et j'étais à l'Agence France-Presse. J'étais à l'Agence France-Presse. Et parce que l'Agence France-Presse a un bureau à Gaza. Il y a quelques médias internationaux qui ont des bureaux à Gaza. Le bureau a été bombardé depuis la guerre, donc les gens ont quitté aussi la bande de Gaza, nos collègues. Mais l'économie de Gaza était au cœur de plusieurs reportages qu'on a menés dans la bande de Gaza parce que le taux de chômage dans la période avant le conflit était autour de 50 dans la bande de Gaza, avec une pointe vers 65 chez les jeunes. Et donc, c'était une bombe économique à retardement, Gaza. Et il y avait des pourparlers, parce que l'enjeu clé pour l'économie de Gaza, c'était les permis de travail pour des Gazaouis pour aller travailler côté israélien. Et ce qui est particulier, c'est que dans les années avant le 7 octobre, le nombre de permis avait augmenté. On était à un moment donné à près de 20 000 permis qui étaient délivrés, ce qui permettait à des gens de Gaza de gagner à peu près 10 fois leur salaire en Israël, puis de ramener des devises ou ramener de l'argent, parce qu'on oublie, mais la devise dans la bande de Gaza, c'est quand même le shekel israélien. Je veux dire, des fois, on pense pas, mais c'est quand même ça concrètement. Et de ramener et de faire une économie un peu de la consommation locale dans la bande de Gaza. Mais depuis, l'économie... Ce que vous décrivez là, c'est l'économie qui était déjà en très sérieuse difficulté, dans un sens, avant le 7 octobre. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'une économie palestinienne. Si je me rappelle bien, en mes cours de philosophie, en grec ancien, l'économie, c'est la science de la maison. Ouais. Il n'y a plus de maison, Gaza. Donc, il n'y a plus d'économie. L'économie est totalement ravagée. 70 des domiciles de la bande de Gaza ont été détruits dans la dernière année. Donc, c'est une économie de la survie. Les gens passent leur journée à faire la queue pour l'eau, la file pour juste avoir de l'eau, pour essayer de trouver des biens de consommation de première nécessité. Sur les marchés locaux, les prix des tomates, des oignons, de ce qui restait localement est totalement inabordable pour la population. Donc, il n'y a plus vraiment d'économie. On attend un cessez-le-feu pour peut-être remettre quelque chose, puis l'économie qui va peut-être se mettre en marche par la suite, ça sera une économie de la reconstruction. Mais présentement, on n'est pas à la veille de voir un cessez-le-feu. Ouais. Si un cessez-le-feu, il faut falloir un programme politique pour savoir c'est quoi l'administration future dans la bande de Gaza, qui investit des milliards pour reconstruire. Est-ce que c'est l'ONU, les États-Unis, le Canada, les puissances du Golfe comme les Émirats, l'Arabie saoudite? Et dans quel contexte politique également? Dans quel contexte politique on va faire ça? On est vraiment à presque, je ne veux pas être pessimiste, mais je suis un peu quand même à des années-lumière, mais une expression, là, de voir cette reconstruction-là, donc de revoir une économie qui peut peut-être renaître de ses cendres, parce que c'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a encore des Palestiniens qui peuvent avoir des permis de travail pour travailler en Israël? Non, présentement, non. C'est complètement côté fermé. de Gaza, non, mais côté de la Cisjordanie, il y a eu des ouvertures dans les derniers mois, parce qu'il faut dire que l'économie de la Cisjordanie aussi est vraiment alignée avec l'économie israélienne. Et donc, puisque l'économie israélienne est au ralenti aussi, puisqu'il y a des considérations sécuritaires, le nombre de permis ou les autorisations sont beaucoup plus compliquées présentement. Vous en parlez dans votre livre, Gaza ne peut pas exporter non plus. Non. Et ça, c'était une volonté jusqu'au 7 octobre. Il y avait quand même une volonté à Gaza de pouvoir faire des choses, produire des choses et les exporter? Il y a une base industrielle dans la bande de Gaza. On oublie ça, mais moi, j'ai visité plusieurs usines dans la bande de Gaza, puis c'est une main-d'œuvre qui est éduquée. Le taux d'alphabétisation dans la bande de Gaza était très élevé par les écoles de l'ONU ou quoi que ce soit. Donc, vous avez une main-d'œuvre à rabais, vous avez des gens qui sont éduqués, mais à cause du siège israélien qui serait imposé depuis 2007, depuis la prise de pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza jusqu'encore aujourd'hui, en fait, d'une certaine manière, tout ce qui entre dans la bande de Gaza doit être contrôlé par Israël et tout ce qui en sort aussi. Ce qui fait en sorte que, je vais prendre un exemple très clair, au Québec, on mange des whippets,
On a ça, des whippets. Dans la bande de Gaza, ils font aussi des whippets. OK? Ils n'appellent pas whippets, mais c'est la même chose. Donc, l'assemblage de faire venir du sucre, du cacao, la poudre, tout ça passe par l'international, revient dans la bande de Gaza, mais la bande de Gaza, qui est à côté d'un marché israélien, un marché égyptien, quoi que ce soit, ne peut pas exporter ces biscuits. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a des petites entreprises qui font la production pour le marché local, un marché local où les gens n'ont pas d'argent. Donc, on produit des denrées à rabais de qualité, c'est vrai, inférieure aussi, mais pour nourrir la population locale. Donc, on ne peut pas vraiment donner un souffle à une économie. L'économie est un peu condamnée à attendre des permis de travail pour travailler de l'autre côté. La pêche est également importante. La pêche est importante. Mais fait face aussi au blocus Oui, israélien. parce que justement, dépendamment de... le siège, c'est aussi un blocus maritime, ce qui veut dire que les bateaux de pêche peuvent se rendre à une certaine portée en mer qui évolue selon le conflit. Les bateaux de pêche ne peuvent pas avoir des moteurs de grande force, de toute manière. Et donc, on a une économie de la pêche un peu brinque-ballante, okay, avec des pêcheurs qui vont en mer, qui ramènent des sardines pour le marché local. Quand il y a des poissons qui ont plus de valeur, ou des crevettes, par exemple, des gambaris, des grosses crevettes, on les envoie sur les marchés pour l'exportation. Là, on peut exporter parce que ce n'est pas un produit transformé. Okay? Mais tout ce qui est transformation, on peut rien faire. Donc, tout ce qui est agriculture, fraises, par exemple, les fraises de Gaza sont connues, sont très bonnes. Tout ce qui est fraises, tout ce qui est poisson, on peut exporter, mais tout ce qui est production, tout ce qui est transformation, on ne peut rien faire. Et une économie sans transformation, c'est compliqué. C'est une économie qui est dépendante. Qui est totalement dépendante. Gaza, que vous avez connu, que vous connaissez, est en train totalement de disparaître en ce moment. Mais disparaître pour devenir quoi? Que peut être Gaza après tout ça, dans 5 ou dans 10 ans? C'est une excellente question. Quand l'autorité palestinienne est revenue à Gaza après les accords d'Oslo, dans les années 90, le rêve, c'était de faire de Gaza le Hong Kong ou le Singapour du Moyen-Orient. C'était ça le rêve. Yasser Arafat le disait, on va faire de... Clairement, ça ne s'est pas produit. Est-ce que, dans la foulée, certains vont avoir des rêves comme ça, de redonner, de relancer une économie à Gaza, de reconstruire et tout. Mais la question, c'est que sans solution politique véritable à un conflit, qui va investir à Gaza? Comment on va pouvoir exporter? Comment on va pouvoir relancer véritablement une économie? Comment on va pouvoir former les gens? Parce que toutes les universités ont été détruites. Une économie du savoir dans le 21e siècle implique aussi des centres de formation. Tout ça n'existe plus. Donc, le travail va être titanesque, puis on n'est même pas à penser ce travail-là. On est vraiment dans la phase, on n'arrive pas à concevoir ce que va être Gaza dans le futur. Donc, tant qu'on ne le conçoit pas politiquement, minimalement, je ne vois pas comment on peut le concevoir économiquement. Guillaume Lavallée, vous êtes auteur de Gaza avant le 7, carnet d'un siège, donc aux éditions Boréal. Beaucoup plus d'informations que tout ce qu'on s'est dit dans ce livre-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis, pour un regard sur l'état de l'économie d'Israël depuis un an, nous avons joint l'économiste Nadine Bodo-Trachtenberg, ancienne sous-gouverneure de la Banque d'Israël à Tel Aviv. Madame Bodo-Trachtenberg, bonsoir. Oui, bonsoir à vous aussi. Encore aujourd'hui, les sirènes d'alerte ont retenti à Tel Aviv. Dites-nous un peu à quel point la tension marque votre quotidien encore un an plus tard. Oui, c'est encore surprenant, mais ça marque notre quotidien. On vit, je dis souvent, une vie un peu schizophrène. On a notre routine habituelle, on va au bureau, on fait nos courses, on fait ce qu'on doit avoir à faire, mais on reste toujours très conscient. Dès qu'il y a eu l'alarme, par exemple, dès qu'il y a eu la sirène, ben c'est automatique. Alors on voit, je regardais, c'était l'heure où il y avait beaucoup d'enfants dans le parc en face de chez moi. Alors on voit tout le monde à une rapidité folle entrer dans n'importe quel building qui est juste à côté. On attend, ça passe, et puis on retourne au parc. Et d'ailleurs, vous nous parlez de votre bureau, mais vous nous disiez avant d'entrer en ondes que c'est également un peu votre bunker. C'est là que vous vous réfugiez lorsqu'il y a des alarmes? Oui, c'est ça. C'est une pièce spéciale. La plupart des appartements ici sont construits où il y a une pièce justement qui est renforcée, qui a une fenêtre particulière, qui a une porte particulière très renforcée. Et c'est là qu'on vient quand il y a une sirène.
Bien sûr, on ne peut pas passer sous silence le coût humain du conflit depuis un an, mais je vais vous demander un peu de nous parler de l'économie. Comment qualifieriez-vous le coût financier, le coût économique de la guerre contre le Hamas depuis un an pour Israël? Oui, le coût, heureusement, l'économie d'Israël avait de forts coussins pour absorber ce coût. Quand je dis de forts coussins, ça veut dire que la dette du secteur public, par exemple, n'était pas très élevée, ce qui donne donc un espace pour le gouvernement justement d'avoir un budget beaucoup plus déficitaire que prévu. Et comme de fait, nous serons autour d'un déficit budgétaire autour de 8-9 % par année, ce qui est quand même énorme. Mais comme on commençait avec une dette publique relativement légère, eh bien, on peut se permettre ça, si vous voulez. Alors, le coût économique est d'une part l'activité économique réduite, et réduite comment de façon assez marquée, et d'autre part, on accumule des dettes. Donc, accumuler des dettes, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment commencé à payer le coût de cette guerre. Et comme je mentionne, le coût de la guerre est quand même très fort. Seulement les dépenses liées à la défense, et il y a d'autres dépenses évidemment, seulement les dépenses liées à la défense ont doublé comparé à l'année précédente. Et quand je dis doublé par année à l'année précédente, ce sont des dépenses qui prennent quand même une grosse partie du budget du gouvernement. C'est quand même un pays qui dépense quand même beaucoup. Alors, de doubler ses dépenses, c'est donc un fardeau extrêmement lourd. Qui n'empêche pas, cela dit, encore la croissance d'Israël. Israël ne croît pas autant que prévu, mais ce n'est pas une économie en récession. Ouais, on a difficulté en fait à utiliser un terme comme récession. Je dirais oui, c'est le niveau d'activité économique est tout à fait une récession. En 2024, on ne verra que très peu de croissance économique, entre 0 et 1%. On a une croissance de population de 2% pour année, donc ça veut dire une diminution du PIB par tête pour cette année. Alors oui, c'est une récession, mais ça n'est pas une récession parce que c'est un autre genre de choc, si vous voulez. La note de crédit... L'année dernière aussi. L'année dernière aussi, parce que la guerre a commencé, donc le dernier trimestre de 2023 aussi a été extrêmement diminué de son activité économique. Donc, ça fait maintenant, ce sera plus d'1 an et demi, si vous voulez. Donc oui, c'est plus de dettes et une activité économique réduite. La note de crédit a été abaissée à 2 reprises. On sent une inquiétude de la part des investisseurs étrangers à venir investir en Israël? L'inquiétude vient, je dirais, de 2 côtés. D'une part, évidemment, avec une économie qui est restreinte et puis des dettes qui augmentent, alors c'est tout à fait normal que les compagnies, justement, qui font les cotes de crédit vont diminuer la cote. Par contre, je dirais l'étendue de la baisse de la cote a plus à voir avec le fait qu'on a un gouvernement qui, depuis 1 an et demi, donc même avant la guerre, est tout à fait dysfonctionnel du côté économique. Et donc, si Israël, je mentionnais, on avait commencé avec une dette du secteur public légère, parce qu'il y avait eu une discipline fiscale toujours maintenue depuis 40 ans. Et tout d'un coup, on a un gouvernement qui dérape avant la guerre, qui dérape dans cette discipline fiscale. Et donc, étant donné la situation maintenant, on continue de voir un gouvernement qui semble incapable de réfléchir à un budget qui nous sera possible pour l'année qui vient. Et je crois que les compagnies justement qui font les cotes de crédit, leur crainte est non pas nécessairement que le coût économique de la guerre a été si lourd, mais qu'on ne voit pas un gouvernement capable de gérer l'économie et encore moins dans une situation comme maintenant. L'effort militaire est important. 290 000 réservistes qui ont été requis sur une population de 10 millions de personnes, des gens qui mettent sur pause leur vie professionnelle en quelque sorte. Est-ce qu'il y a un manque de travailleurs qui se fait ressentir dans l'économie, dans la construction, dans l'agriculture, dans plusieurs secteurs également? Oui, quand on dit diminution d'activité économique, c'est bien sûr centré dans certains secteurs.
Et c'est surtout des secteurs, non pas maintenant à cause des réservistes, parce qu'on a quand même beaucoup moins de réservistes maintenant qu'on avait il y a un an. Comme vous mentionnez, autour de 300 000 il y a un an, maintenant on est autour de 30-40 000. Donc une diminution très forte. Mais dans le secteur de la construction, c'est un secteur où on a beaucoup de travailleurs palestiniens qui viennent. Et évidemment, depuis le début de la guerre, on ne les a plus. Dans le secteur de l'agriculture, on a beaucoup de travailleurs étrangers qui viennent. Et donc, la même chose, on les a vus partir. Donc, il y a si vous voulez, des industries qui ont été beaucoup plus touchées que d'autres, dont la construction, dont l'agriculture, et évidemment le tourisme, ce qui n'est pas étonnant. Et la construction, de 75% du tourisme en Israël. Oui, c'est une petite industrie pour l'économie israélienne. Et donc, ça n'est pas un énorme choc, ce côté-là. Évidemment, si on est dans le domaine du tourisme, c'est un énorme choc. Mais si on n'est pas dans ce domaine-là, en fait, ça n'est pas un gros choc pour l'économie israélienne. Et d'autant plus que les Israéliens aussi ont moins voyagé à l'étranger cette année. Et au point de vue net, en général, le tourisme qui entre est toujours plus faible que le tourisme qui sort. Donc, dans les bonnes années, Israël est déficitaire, si vous voulez, du côté de services de tourisme. Je mentionne, pour revenir sur un point qu'on a abordé quand on parle de construction et d'agriculture, des permis de travail qui étaient octroyés à des travailleurs palestiniens qui ne le sont plus octroyés aujourd'hui. Bien, merci, Mme Bodo-Trachtenberg, d'avoir été avec nous ce soir pour faire le point un an plus tard. Merci à vous et bon courage. Je vous remercie. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.